Salam alaikum, je tiens d'abord à remercier la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un honneur pour notre école, pour ce déplacement d'Alger. Je remercie aussi le PDG d'entreprise Procure de Stigla, Ayman Tampour, et le PDG d'entreprise portuaire d'Annaba, M. Fedjepa, pour sa gratitude en tout ce qu'on sort. Je souhaite aussi la bienvenue au cadre de la gendarmerie nationale, au cadre de la douane. Je remercie aussi M. le consul, bien sûr, général de France, le vice-consul de la Tunisie, M. Patrick, directeur de l'Institut français, les membres du CPND pour assister à cette conférence, et bien sûr aussi les membres de l'organe national de prévention contre la corruption. Donc le terme en lui-même, corruption dans les marchés publics, c'est un terme récurrent au niveau national et international. C'est-à-dire c'est une suite des conférences précédentes, parce qu'en mai, on a reçu le président de la Cour des comptes qui nous a présenté une conférence sur le rôle de la Cour des comptes dans la bonne gouvernance. Puis en septembre, nous avons reçu Kemal Amalou, chef de division de la coopération internationale au niveau de l'ONPLC, qui nous a présenté les missions et les prérogatives de cet organe. Donc le thème de corruption, thème sensible, complexe et passionnant. C'est que la corruption, de par le monde, historiquement, elle a vu le jour d'abord dans la pratique, et ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à susciter une réflexion pour sa conceptualisation juridique. Il y a un économiste connu, Paul Belinsky, qui définit la corruption dans une perspective systémique comme une trahison. Elle est souvent été considérée, la corruption, comme la négation de la démocratie. Pourquoi négation de la démocratie? Parce qu'elle contribue à la création d'inégalités au sein des États et à l'égard des entreprises. La corruption, elle a aussi des conséquences économiques néfastes sur la croissance et donc sur le développement, en confisquant une partie, au profit d'une minorité, une partie du bien commun. Une analyse très intéressante qui a été faite d'actualité une dizaine d'années par le laboratoire Roses, réforme ouverture du système de l'économie socialiste sous l'égide de Vladimir Andreev et Xavier Niché à Paris, sur une analyse comparative entre le Maghreb et les pays de l'Est, sur les transformations structurelles. Élément fondamental dans la transformation sociale, c'est la bonne gouvernance, domaine transversal. Ils ont tiré les conclusions suivantes sur le domaine de la bonne gouvernance. C'est que les secteurs sources, je dirais plus sources, les secteurs, les administrations exposées à la corruption, c'est les administrations économiques, les banques, l'administration bancaire, les administrations fiscales et douanières, domaniales, les administrations foncières, tout foncier, foncier industriel, agricole, touristique, et bien sûr, sans oublier la justice. Et plus particulièrement aussi les marchés publics, parce que les marchés publics mettent en jeu les deniers d'État, ils attirent les convoitises. Même le SCCP français, l'équivalent de l'ONPLC, il dit que il décrit les droits de marché public comme très mouvants et facilement compréhensibles. Donc sans trop tarder, d'abord, au nom de cette honorable assistance, je souhaite la bienvenue Madame Ariane Albert Morizinski, experte en anticorruption, enseignante à l'école d'économie de Paris, responsable de la chaire économique of transparence et comptabilité de cette école, de l'école de Paris. Elle a travaillé un peu partout depuis une vingtaine d'années, de Kaboul à Sanaa, Sofia, Tunis, Rabat, Kiev, Moscou, la Tanzanie et Congo. Et le Congo. Donc, les marchés publics
J'ai dit qu'ils attirent les convoitises et il est vain de traiter, terminé, il est vain de terminer, il est vain de traiter la problématique des marchés publics sans y traiter, sans y intégrer les politiques, les mafieux divers, de rester proches du pouvoir de décision économique et politique. Je termine. Je donne la parole maintenant à M. Kamel Amadou pour présenter le cadre de cette conférence. Merci, M. le Directeur. Mesdames, Messieurs, bonjour, salam alaikum. Il est arrivé, donc, il n'y a pas très longtemps, d'intervenir ici même pour expliquer un peu l'émission et l'organisation de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Je ne vais pas donc reprendre ce chapitre pour vous parler aujourd'hui des modalités d'intervention et des axes d'intervention de cet organe. Mais rappelons tout de même que cet organe existe également depuis 2006, puisque la loi qui a prévu sa création a été promulguée à cette date. Mais sa création effective date de fin 2010, début 2011, et les travaux ont démarré en 2012 compte tenu de l'ensemble des procédures administratives qui entourent la création d'un organisme ex nihilo dans le paysage administratif général. Alors naturellement, notre action est définie, déterminée par la loi, ainsi que par la Convention des Nations Unies, dont il s'agit naturellement de faire la transposition de l'ensemble des dispositions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette façon d'appréhender le problème de la corruption en dehors des aspects moraux et religieux qui sont beaucoup plus anciens et relativement récentes, pour que l'on puisse consacrer des textes de portée internationale et toute une législation locale selon le pays à appréhender le phénomène. Alors, si l'on essaye de trouver une explication à cet intérêt, disons, plus aigu pour la question à l'échelle internationale, il faudra probablement remonter à la fin des années 80, début des années 90, lorsque les premiers traités, les premières conventions ont été établies, notamment par la conférence des États américains, donc sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique, qui ont décidé d'attaquer de front le phénomène qui naturellement s'est mondialisé à la faveur de l'économie. Donc le lien concret, si on doit avoir une vision plus ou moins objective de la question, il faut naturellement la lier au développement qui concerne à la fois le commerce international
et l'investissement, le mouvement de capital et tout le reste. Donc, ce que, à mon sens, et c'est un peu du reste, avec comme objectif, disons, cet intérêt, se traduisait à travers la confection de textes et de traités internationaux, c'est l'assainissement de l'espace économique international. Donc la corruption n'est plus perçue uniquement comme un épiphénomène à caractère social et selon les régions du monde, ça se manifestait avec plus ou moins d'acuité. La corruption est désormais perçue, considérée comme un facteur, parmi d'autres, de dérégulation et de perturbation du développement économique et de la croissance. Et naturellement, de la mondialisation, puisque c'est de cela dont il est question. D'où la création d'un texte commun à l'ensemble des États. Aujourd'hui, la Convention des Nations Unies est signée par un peu plus de 170 États, pratiquement tous les États de la planète y ont souscrit. Et curieusement, parmi les tout derniers, ce sont l'Allemagne et le Japon qui, cette année, j'imagine, ont ratifié ils y ont adhéré, mais ils n'ont ratifié que cette année. C'est une curiosité, mais il n'empêche que, disons que l'adhésion a dépassé largement la masse critique. Donc, que contient cette convention? Il faut dire qu'elle contient d'abord un mécanisme d'évaluation par les pairs qui rend la mise en œuvre de la transposition des dispositions de cette convention relativement sérieuse. Donc il y a un certain nombre de chapitres de la convention qui concernent, disons, trois grandes parties dans la lutte contre la corruption. Il y a la partie qui concerne les aspects répressifs, les poursuites judiciaires, etc. Il y a la partie préventive qui est un peu moins classique. La troisième partie, c'est la récupération des avoirs volés, qui n'est pas récente, mais dont l'application est sujette à des discussions plus particularisées entre les États. Ça dépend des conventions qui existent, ça dépend des modalités propres à chaque État détenteur, entre guillemets, de ces avoirs. Donc, pour ce qui nous concerne, au niveau de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, la définition, la détermination de notre action ne pouvait pas se limiter uniquement à la prise en compte des dispositions de la Convention et des dispositions de la loi 0601 qui a été publiée à peine 2 ans après la signature de la Convention. Donc c'était relativement rapide. En 2004, la Convention a été ratifiée. En 2006, la loi a été produite et publiée. Entre-temps, d'autres institutions ont été créées, notamment la cellule du traitement du renseignement financier, qui est antérieure à la loi 0601. C'est pour ça qu'elle a fait l'objet d'une loi à part. Donc c'est la lutte contre le blanchiment de l'argent
de la drogue et du terrorisme, qui est abrité par le ministère des Finances. Ceci dit, un peu plus tard, et avant même la mise en place de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dont je rappellerai le statut, il a été créé par la législation l'Office central de la répression de la corruption, qui est un organisme de police judiciaire, au départ placé auprès du ministre des Finances. Aujourd'hui, il a été rattaché au ministère de la Justice. L'Algérie a fait l'objet, pour les chapitres relatifs à la répression, poursuite de l'évaluation par les pairs en 2013. Le rapport établi donc par le groupe d'évaluation est publié sur le site de l'ONDC, sur le site du ministère de la Justice et également sur le site de l'ONPLC, c'est-à-dire l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Alors le vrai problème, c'est celui de la prévention, parce que si la répression fait l'objet d'une conception liée à la répression de la criminalité, donc elle est rattachée à cette doctrine. En ce qui concerne la prévention, la difficulté, c'est que il n'y a pas, jusqu'à ce jour, disons, il n'y a pas de vraie doctrine de prévention contre la corruption. Si ce n'est que la prévention, c'est toujours mieux que la répression. Alors la manière dont l'ONPLC a abordé cette question, c'est en définissant des axes d'intervention, des grands axes d'intervention. Alors les grands axes d'intervention, nous les avons définis par rapport, premièrement, à des axes d'information et de sensibilisation qui vont depuis les conférences, les journées d'études, jusqu'à l'enseignement dans l'école nationale, l'école de l'éducation nationale, d'une petite formation, un petit module qui traite de ces questions. À ce titre, l'ONPLC a établi une convention avec le ministère de l'Éducation nationale et nous sommes appuyés sur les travaux qui ont donné quelques preuves assez intéressantes en Autriche par l'organisme de la lutte contre la corruption qui s'appelle le BAC, Bureau anticorruption autrichien. L'autre volet, c'est celui qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'il s'agit d'un phénomène qui aujourd'hui est suffisamment important, visible, manifeste, mais insuffisamment étudié pour que l'enseignement supérieur s'y consacre. C'est d'ailleurs l'objet de notre conférence ici aujourd'hui, puisque participent avec nous les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur par la présence de ces principaux cadres. Donc nous sommes relativement avancés sur cette question. Reste aujourd'hui, c'est-à-dire le principe est adopté, une première définition de la démarche est également adoptée. Reste aujourd'hui à définir un peu la maquette des modules et les contenus. Alors, ce qui a été prôné par l'organe,
c'est que notre démarche soit une approche par les risques, et définir un peu les zones d'exposition et en faire une classification et traiter par priorité. Donc il y a des études qui vont être engagées dans le même cadre plus ou moins, puisque nous sommes alliés le programme SPRING, qui est un financement européen, et cela, ça nous a permis d'avoir l'assistance de compétences internationales reconnues, comme Madame Ariel Mohamed. Le SCPC, qui est l'organisme français homologue un peu de l'organe, est en convention avec l'organe et nous assiste par la présence également de ces compétences qui sont de grande qualité et qui ont marqué une très grande disponibilité à l'égard de l'Algérie. Donc aujourd'hui, il y a un chapitre particulier à la fois de la Convention des Nations Unies et de la loi 0601, qui est la loi anticorruption, qui concerne les marchés publics. Et là, Mme Lambert va nous faire une conférence qui est, à mon sens, très originale, puisque c'est la formalisation des procédures et des risques encourus lors des procédures de passation. Naturellement, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Et puis, de toute façon, pour ceux qui s'y intéressent, il y a quand même de la littérature sur le site qui est dédié à l'organe. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que l'opération de déclaration de patrimoine dont j'avais parlé la dernière fois a aujourd'hui touché à son terme pour deux principales catégories, que sont les élus locaux et les hauts fonctionnaires des ministères, et que nous sommes relativement satisfaits, bien que ça a pris un peu de temps, puisque nous sommes à plus de 99% de déclarants. Et les appréhensions que nous avions, notamment parce que c'est une nouveauté dans le paysage de la vie citoyenne, par rapport aux élus locaux qui appartiennent à des partis politiques, que certains partis se targuent d'être dans l'opposition. Donc nous avions quelques appréhensions, mais finalement ça a très bien marché. Tout le monde a fait sa déclaration et on se félicite du reste de cette manifestation citoyenne des élus locaux. J'ajouterai également que l'opération qui touche dans le cadre d'un programme de gouvernement la formation de 10 000 agents publics a également été entamée. Comprend deux volets, un volet tremplin et un volet plus spécialisé pour certaines fonctions particulières de la fonction publique. C'est cela avec le partenariat de l'Institut supérieur de gestion et de planification, pour lequel on espère avoir un projet de développement dans le sens d'une académie. Je laisse donc la parole à Madame Lambert. Je vous demande d'être attentif parce que c'est un peu compliqué. Je vous remercie. Comme le temps est un bien efficace et recherché, on va procéder de la manière suivante. Madame, vous avez 50 minutes de conférence, 50 minutes de débat. À vous la parole.
D'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et je tiens à remercier l'école préparatoire de sciences économiques, commerciales et sciences de gestion d'Annaba pour me donner cette occasion d'intervenir auprès de vous. Et j'aimerais remercier aussi l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption pour m'offrir cette opportunité de participer à ce formidable effort de sensibilisation qui est lancé en Algérie et qui est assez exceptionnel. J'ai effectivement travaillé dans de nombreux pays et je n'ai jamais vu un effort aussi global avec une volonté de la sorte. Voilà, donc j'espère pouvoir retrouver un peu. Commencer. Donc je vais vous parler d'entente et de corruption sur les marchés publics. Alors déjà, est-ce que tout le monde fait bien la différence entre... Alors est-ce que vous m'entendez? Non. L'objectif est assez similaire dans les deux cas puisque c'est surtout sur les marchés publics, il s'agit de réduire, de contenir la concurrence. Donc un exemple d'entente, c'est des entreprises qui vont former un cartel pour essayer de maintenir les prix élevés. Il existe certains, mais très rares, de cartels légaux. Celui qu'on connaît, c'est l'OPEP. La plupart des cartels, cependant, sont de nature illégale. Il y a des cartels dans les télécoms pour essayer de maintenir des prix élevés. Il y a des cartels aussi dans la grande distribution en France. Donc, ce sont des structures qui sont généralement combattues par les agences de la concurrence. La corruption, donc il y a également des ententes. Il y a également des ententes sur les marchés publics. Et là, l'objectif est d'éviter de se faire la guerre. Parce que l'idée, c'est quand il y a un marché public, c'est toute l'idée du marché, c'est de se servir de la concurrence pour réduire les prix. Or, les entreprises ne veulent pas qu'on se serve de la concurrence parce que réduisant leurs prix, ça leur réduit leurs profits. Donc, elles vont s'entendre pour essayer d'éviter la concurrence. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le lien entre ces accords entre entreprises et les accords entre entreprises et gestionnaires des marchés publics. Voilà, c'est donc, ceci est le résultat de plusieurs années de recherche qui ont donné lieu à au moins 3 articles publiés dans les revues internationales et à un chapitre dans un ouvrage qui s'appelle le Guide sur l'économie de la corruption en anglais, hein, c'est les Palgrave, les éditions Palgrave internationales. Voilà. Donc, le plan de l'intervention est le suivant. On va avoir une rapide introduction sur les enjeux de la corruption, mais présentée un peu différemment de ce à quoi vous avez l'habitude. Après, on va avoir un très rapide état des lieux par secteur d'activité pour comprendre la place des travaux publics. Après, donc, travaux publics et corruption, quels sont les différents moments aussi, ça va être un survol très rapide. Après, on va aller directement vers ces complémentarités entre entente et corruption et comprendre d'un niveau un peu plus général. Puis, on va regarder 3 situations typiques sur les marchés publics où les deux montrent une complémentarité à un coût très élevé pour la société. Donc, d'abord, il est aujourd'hui reconnu que la corruption est un des freins majeurs au développement. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'a affirmé, et c'est reconnu de manière depuis au moins 25-30 ans également par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres grands bailleurs de fonds sur le marché du développement. Pourquoi? Parce qu'elle distord les marchés, elle freine la croissance et mine l'état de droit. Son coût annuel, estimé par la Banque mondiale, était de 2,6 trillions de dollars, ce qui représente jusqu'à 5% du produit national brut global, toute la planète globale. Alors il y a des endroits où évidemment ça va être plus que 5%, d'autres un peu moins. Et
on évalue à 1 trillion l'ensemble des pots de vin qui étaient payés donc en 2009. Alors je fais référence à 2009 parce que ces évaluations sont très difficiles à faire et assez hasardeuses. Donc il n'y a pas de nouvelle évaluation globale à ma connaissance. Ça c'est quelques éléments. Le troisième qui fait que la corruption est un problème qui me préoccupe et qui préoccupe beaucoup de gens, c'est que ça frappe de manière disproportionnée les pauvres. C'est-à-dire ça accroît les inégalités. Il y a une diversion des ressources de la production des services sociaux de base qui limite l'accès à l'éducation, l'eau et les services sanitaires. Donc, quels sont les enjeux? Quel est le fondement des enjeux de la corruption? Pour qu'il y ait corruption, il faut que le fonctionnaire ait un pouvoir régulatoire sur les entreprises ou les citoyens. Par exemple, il délivre des permis de construire, d'exporter, importer, des licences pour exercer une activité. Il alloue des contrats publics. Il peut inspecter la conformité avec les régulations environnementales, sanitaires, de sécurité. Il délivre des services aux citoyens comme l'éducation, la santé ou des services administratifs. Donc là, ça lui donne un pouvoir régulatoire. Le fonctionnaire peut aussi avoir un pouvoir coercitif, c'est-à-dire pouvoir forcer, comme dans la police ou la justice. Cela signifie que la décision du fonctionnaire a un impact sur les revenus ou sur le bien-être des firmes et des citoyens. Cela implique à son tour que ces firmes et ces citoyens vont avoir un intérêt, une incitation à influencer cette décision en leur faveur. C'est ce qu'on appelle la capture de la décision publique. Dans de nombreux pays en voie de développement, les fonctionnaires peuvent aussi abuser de leur pouvoir pour extraire des rentes. Ceci est moins courant dans les pays développés. Alors une situation que j'ai rencontrée qui est assez extrême, mais tout de même qui semble exister dans beaucoup de pays, c'était en Tanzanie où la police pouvait arrêter des gens, donc c'est le cas numéro 2, utiliser ce pouvoir coercitif, et ils arrêtaient des gens, mais comme ils n'arrivaient pas à se défendre, parce que c'était très difficile d'emprunter ils payaient simplement, leurs proches payaient pour les faire libérer. Donc ça, c'était une autre manière qui est très courante dans beaucoup de pays, c'est qu'on vous arrête sur la route et on vous dit, vous avez roulé trop vite. Et vous dites, mais c'est pas vrai, bon, on va s'expliquer au commissariat, ou alors vous payez. Ça, c'est une manière à nouveau d'extraire des rentes, donc d'abuser sur le pouvoir. Cependant, la présence donc, de ce pouvoir régulatoire ou coercitif n'est pas suffisante pour que la corruption existe. Pour qu'il y ait un enjeu de corruption, il faut que le fonctionnaire dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire que les règles bureaucratiques qui ont été mises en place ne déterminent pas complètement sa décision, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une machine, sinon on pourrait le remplacer par une machine. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Quelles sont les sources de pouvoir discrétionnaire? Soit la décision peut être fondée sur une évaluation subjective. Parfois, et en particulier également dans les marchés publics, on va le voir, ça sera un des exemples, il y a un moment où il y a des évaluations, disons, de qualité qui, quelque part, laissent la place à une certaine subjectivité, une certaine liberté. Donc, dans ces cas-là, nous avons une possibilité de corruption. Un autre cas, c'est lorsqu'il y a de l'information privée, c'est-à-dire quand les firmes, le fonctionnaire saura quelque chose que les contrôleurs, l'État ne sait pas. Il peut utiliser cette information pour extraire des rentes. Ça, on verra plusieurs cas de cette situation. Un autre cas qui est très important et dont nous avions discuté un petit peu à Alger, c'est lorsque les règles se développent, parce que c'est le propre de toutes les bureaucraties, c'est de créer de nouvelles règles tout le temps, parfois ces règles deviennent un peu incohérentes, c'est-à-dire qu'elles sont en contradiction. Et ces contradictions peuvent créer de nouveaux espaces, en fait, de pouvoir discrétionnaire. La reddition des comptes, qui est donc un des thèmes de la chaire ETA, lorsqu'il n'y a pas de reddition des comptes, ça veut dire qu'on ne demande pas le pourquoi, la motivation des décisions qui sont faites. On ne
demande pas qu'il rende... Pourquoi avez-vous choisi cette entreprise ou ce projet, choisi cette région pour installer ce projet plutôt qu'une autre? Enfin, règles permettant les délais. On sait que lorsque on a, par exemple, si on cherche un passeport, on vous dit d'accord, vous êtes en règle, vous l'aurez que dans un an, ou on peut à ce moment-là, c'est comme si on vous le refusait, quand on peut avoir des délais importants. Enfin, absence de règles ou violation des règles non sanctionnées. Maintenant, rapidement, donc corruption par secteur d'activité. Pour ça, je vais me reposer sur une enquête qui s'appelle le BPI de 2011. Donc là, c'est plus de 3000 cadres supérieurs du privé ont été interviewés dans 18 pays. Ils représentent 80% des flux mondiaux de marchandises, services et investissements. L'idée du BPI est de mesurer l'offre de corruption des entreprises internationales intervenant dans les pays tiers pour comprendre la vulnérabilité de différents secteurs en termes de propension des entreprises à soit corrompre les fonctionnaires, par exemple pour accélérer les procédures, ce qui s'appelle le speed-up money, ou faciliter la délivrance de permis, soit faire usage de contributions, ça c'est un niveau plus élevé, ça s'appelle la grande corruption, des contributions impropres à des hauts fonctionnaires, très hauts, des politiques ou des hauts responsables pour obtenir de l'influence. Et enfin, ils ont eu quelques questions qui ont découvert un nouveau pan du problème de la corruption qui est la corruption privée, c'est-à-dire payer ou recevoir des pots de vin entre firmes privées. Alors là, peut-être ça va vous étonner, mais quand vous y pensez, les très grandes entreprises, par exemple Sonatrach ici, ont une relation avec leurs sous-traitants qui ressemble beaucoup à celle de l'État avec les entreprises. Et on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise des phénomènes qui ressemblent beaucoup à la corruption. D'ailleurs, ils sont soumis à des règles de marché public. Parfois, ils vont les instaurer de leur propre chef. Par exemple, oui, il y a des règles qui sont semblables aux règles de marché public. Donc, quels sont les résultats marquants du PPI de 2011? D'abord, une preuve de corruption entre entreprises privées qui serait aussi répandue qu'avec les fonctionnaires publics. Il n'y a pas eu d'amélioration depuis 2008 où il y avait eu le BPI précédent. Et là, bien qu'il n'y ait pas d'analyse rigoureuse qui ait été faite, mais on pense que la crise fait que ça a favorisé le développement ou rendu plus difficile, disons, la lutte contre la corruption. Enfin, l'intégrité des entreprises compte. Et la qualité de gouvernance dans le pays d'origine compte également. Donc, ce sont des éléments qu'il est important de garder à l'esprit. Enfin, un résultat pour la Chine et la Russie qui deviennent des acteurs de plus en plus importants sur le marché international, y compris les marchés publics internationaux, ils sont caractérisés par des performances très pauvres en matière de corruption et un impact très important, surtout actuellement dans les pays de l'Afrique noire où ils rentrent, où ils sont présents en force. Et ils ont d'autres, ils ne respectent pas les mêmes règles d'intégrité qui ont été imposées à travers, ou qui se sont, à travers les conventions dont nous parlions, mais également à travers une législation très sévère aux États-Unis et récemment en Grande-Bretagne, qui est un élément de législation essentiel. Enfin, on a de la corruption dans tous les secteurs et ce sont les travaux publics qui sont en tête. Alors ici j'ai un petit diagramme qui est peut-être un peu difficile à lire et qui est en anglais en plus. Mais la seule chose que je voulais vous montrer, c'est que les travaux publics et la construction sont tout en bas de l'échelle. C'est donc le secteur le plus corrompu de tous les secteurs d'activité. Viennent ensuite les services publics, et après le foncier et les industries extractives. Donc ça c'est le tableau en termes d'activité. Donc nous en venons à présent à la corruption dans les travaux publics et donc ce qui est important de comprendre, bien que nous allons nous concentrer sur la passation des marchés publics, en fait la corruption est présente
peut être présente à tous les stades des travaux publics, c'est-à-dire au stade de la conception et planification, au stade de la passation, la location des contrats, de la réalisation des contrats et de l'opération. Au niveau de la planification, nous verrons, nous aurons un des exemples parmi les trois dont je vais parler, que la corruption, au stade de la planification et de la conception, tente à induire un mauvais critère de sélection. C'est-à-dire, c'est un critère, ou alors un cahier de charges, c'est assez équivalent dans notre contexte, qui va être conçu tel qu'il va tendre à maximiser les rentes, les profits de la firme, au lieu de maximiser le bien-être social, la valeur sociale. Lorsque ces décisions sont capturées par les entreprises, ils vont manifester les intérêts des entreprises. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela se traduit en projets qui sont souvent très sophistiqués, parce que sur ce genre de projet, les entreprises font plus de bénéfices, ils sont excessivement coûteux, socialement inefficaces, et même parfois ayant une valeur socio-économique négative. Alors, il y a quelques exemples assez typiques de centrales d'épuration dans les pays africains qui ont été conçues avec une technologie tellement sophistiquée que, dès qu'il y a un petit problème, la station s'arrête parce qu'il n'y a personne qui est capable de la réparer et on n'avait absolument pas besoin d'avoir une épuration qui est disponible, mais on n'avait absolument pas besoin d'une technologie aussi sophistiquée. On a parlé aussi des autoroutes qui ne mènent nulle part, qui ne sont faites en fait que dans l'intérêt des entreprises qui les construisent. Enfin, il y a une série d'exemples de la sorte. Donc, dans les procédures de passation, de marché, et là, c'est là où nous allons nous concentrer. Enfin, dans la phase de réalisation, une fois que l'entreprise a obtenu son contrat, maintenant elle va le réaliser. Là, on a un problème de corruption en termes de capture régulatoire dans le contrôle des relations contractuelles. Par exemple, on va permettre des modifications du contrat, des avenants. On peut aussi avoir le problème des inspections laxistes. Est-ce que le travail a été fait? Est-ce qu'il a été bien fait? Tout ça, il y a 1000 opportunités en fait de corruption tout le long du processus. Et lorsqu'il s'agit des services publics, qui est aussi, comme nous l'avons vu, un des secteurs, ça commence par la construction par exemple, de centrales d'épuration, et après, c'est les services de l'eau. Ce sont des services publics. Donc là, il peut y avoir une capture du régulateur pour imposer des prix élevés. Des inspecteurs pour faire passer une qualité faible. Alors ça, c'est des aspects qui ont été étudiés, par exemple, en Amérique latine, où il y a eu, peut-être, vous êtes au courant qu'il y a eu, du fait des faibles ressources de l'État, on a voulu privatiser beaucoup de services publics, en se disant aussi que ça allait améliorer puisque c'était privé. Et en fait, il y a eu une réaction qui a étonné au départ en Amérique latine, parce que les gens, c'est-à-dire les consommateurs, n'étaient pas du tout satisfaits et on pensait qu'on allait réduire la corruption. En fait, la corruption ça s'est transformé, alors qu'avant c'était en termes de capture du budget avec des coûts élevés que les consommateurs d'eau ne voyaient pas du tout, puisque c'était des impôts. Ça s'est transformé en prix élevé pour l'eau que les consommateurs voyaient pas du tout. Simplement, un dernier point qui est que la reconstruction post-conflit est particulièrement vulnérable à la corruption. Pourquoi? Parce qu'il est très aisé d'abuser de l'argument d'urgence. Et cet argument d'urgence, immédiatement, tue la concurrence. Alors on a eu, et ça c'est un exemple que j'aime bien donner, de la reconstruction post-conflit en Irak, bien que le conflit ne soit pas fini maintenant. Mais il y a certaines entreprises, dont Annie Burton, qui a réussi à avoir des contrats pour 90 milliards de dollars sans la moindre concurrence. En plus, ils n'ont même pas délivré.
l'allocation des marchés publics. Qu'est-ce qu'un marché public déjà? On parle beaucoup de marché public, mais qu'est-ce qu'un marché public? Un marché public est un marché qui est artificiellement créé. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer artificiellement ce marché? C'est parce que, en fait, lorsqu'on veut construire un nouvel aéroport ou construire un stade, peut-être qu'on va attendre un peu, on va faire mouvement la tête. Tu vas rester là? Non, non, c'est pas ça. Donc, lorsque l'on veut construire un nouveau pont, par exemple, on ne peut pas aller acheter ce pont sur un marché. Il n'y a pas, c'est pas comme des tomates ou comme des frigidaires où on peut aller au magasin ou sur un marché et acheter ce pont. Donc on est obligé, pourquoi? Parce que ce pont qu'on veut créer, il est unique. Il est absolument unique. Et donc on doit créer de manière artificielle un marché afin de ne pas être dans les mains, on peut dire, des entreprises ou de l'entreprise avec qui on négocie. Il faut savoir, et c'est intéressant de manière historique, que l'idée du marché public a été créée en fait pour protéger en quelque sorte l'État. Avant le marché public, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la négociation. On avait besoin d'un pont et on allait voir les entreprises ou une entreprise et lui demander combien ça vous coûte. Or, c'est là on était complètement dans les mains de cette entreprise parce que soi-même, on n'est pas un spécialiste, on ne sait pas combien ça coûte. Et donc, pour se protéger, pour disons, être moins dans les mains des entreprises, on a créé des procédures qui créent un marché artificiel dont l'objectif est de mettre les entreprises en concurrence les unes contre les autres afin que les prix soient réduits. Parce que si une entreprise dit oui, moi je veux bien vous construire votre pont, ça me coûtera 2 millions, et puis dans une autre entreprise dit moi je peux le faire pour 1 million, on voit bien que le 2 millions était surévalué. Donc en les mettant en concurrence, on peut arriver plus proche du prix juste, en quelque sorte. Donc pour mieux comprendre cela, nous introduisons un paradigme des sciences économiques qui s'appelle la théorie des enchères. L'idée des enchères est que le vendeur, dans une enchère, ne connaît pas la valeur du bien. Par exemple, s'il essaie de vendre un tableau pour les acheteurs potentiels. Il y a ce qu'on appelle, j'en ai parlé précédemment, une asymétrie d'information. Les acheteurs potentiels ont une valeur pour le tableau, mais je ne la connais pas. Eux la connaissent, mais moi je ne la connais pas. C'est là où il y a asymétrie. Il ne sait pas à qui vendre et il ne sait pas à quel prix. Son but étant évidemment de vendre le plus cher possible. Et afin de faire révéler cette information, parce que si vous demandez à l'acheteur combien, il vaut combien pour vous ce tableau, quelle est la valeur que vous lui donnez, vous dites, moi je lui donne la valeur 500 000. Il dit bon, ben je vous le donne si vous me donnez 500 000. Évidemment, on ne va pas dire, on va pas révéler la vérité, puisqu'on sait qu'il va nous demander en fonction de la réponse. Donc, pour les faire révéler l'information, le vendeur va mettre les acheteurs en concurrence. Et s'il ne dit pas le bon prix, eh ben c'est pas lui qui va l'avoir. Et c'est sous la menace de ne pas obtenir le bien qu'on veut obtenir qu'on va baisser les prix. Donc, quel est l'objectif de l'enchère? C'est précisément de réduire les rentes des acheteurs ou des firmes, on va le voir. Mais, puisque l'objectif est de réduire les rentes, on voit un conflit d'intérêts, enfin un conflit entre l'intérêt des entreprises et l'intérêt du public, du gestionnaire des marchés. Et les firmes vont essayer de protéger leurs rentes, et ces rentes sont précisément l'enjeu de l'entente et de la corruption. Alors, maintenant, avant d'aborder les complémentarités, je vais dire quelques mots sur les ententes anticoncurrentielles. Donc, un cartel est une entente entre les firmes en concurrence pour contenir cette concurrence. Sur le marché des biens, je le disais en introduction, il y a par exemple l'OPEP et les compagnies de télécommunications qui se sont entendues pour maintenir les prix élevés sur les marchés publics pour obtenir un paiement aussi élevé que possible des autorités publiques.
Il y a deux formes, on a de cartels, et on va les rencontrer dans les transparents qui suivent. Il y a le cartel faible, où toutes les firmes font la même offre de prix, et en fait, il y a un tirage au sort. Alors, il faut savoir que ce type de cartel existe réellement, par exemple dans l'industrie du bois aux États-Unis. Et là, toutes les firmes donnent exactement le même prix. Et après, il y a une espèce de tirage au sort. Il y a une autre forme de cartel qui peut-être que vous connaissez mieux, surtout dans le cas des marchés publics, c'est quand les firmes vont s'entendre pour dire voilà, maintenant on construit un stade à Annaba, ça va être ton tour de gagner. Le prochain, ça sera par exemple à Oran, on va construire un autre stade, ce sera mon tour, ce sera mon projet. Étant donné, donc, l'idée est que le cartel désigne lui-même le vainqueur. Et après, les autres se calent en quelque sorte et vont faire des offres de couverture. Elles font semblant de jouer le jeu de la concurrence, mais en fait, elles ne le jouent pas vraiment. Le cartel est un accord vulnérable. D'abord, il est illégal et surtout, il existe très souvent une tentation à dévier de l'accord. Par exemple, lorsque les firmes s'entendent à offrir tout le même prix, c'est-à-dire 100 par exemple, et qu'après il y a un tirage au sort, si je fais partie du cartel et que j'offre 95, eh bien je suis sûre de gagner. Donc j'ai une tentation, si c'est juste une fois que ces firmes se rencontrent, j'ai toujours une tentation à dévier de l'accord. Une fois que je sais que toutes les firmes vont être au prix le plus élevé, moi je vais faire un tout petit peu en dessous. Donc ça c'est un grand problème pour le cartel, et c'est à tel point un problème que dans beaucoup de situations, ce genre d'entente n'est carrément pas tenable. Et on va voir que la corruption peut transformer cela et les rendre possible, ce genre d'entente. Un autre aspect qui rend le cartel vulnérable, c'est lorsqu'elles se rencontrent, par exemple, ici à Annaba, Alger, Oran, etc., l'environnement change. C'est-à-dire le stade qu'on va construire à Annaba est différent du stade qu'on construit à Oran, et peut-être que celui qu'on construit à Oran est beaucoup plus profitable. Donc j'ai pas envie que ce soit mon tour aujourd'hui, je préférerais prendre le tour de demain. Ce type, disons, de problème de changement d'environnement ou d'évolution de l'environnement crée des tensions à l'intérieur du cartel qui souvent mènent au fait que le cartel explose, les firmes sont insatisfaites et une firme va dénoncer. C'est comme ça souvent que les cartels sont découverts, en fait, parce qu'une des firmes n'est pas satisfaite du lot qui lui a été attribué. Un troisième problème est le contrôle à l'entrée. Lorsqu'il y a entente sur un marché public, et là je vais prendre un exemple que j'ai étudié, qui est le cas de la reconstruction des lycées parisiens. Il y avait un très gros contrat qui était de l'ordre de 4 milliards d'euros, je crois, il était question de la reconstruction d'une centaine de lycées parisiens. Et il y avait un ensemble de firmes qui étaient intéressées et elles se sont entendues pour ne pas se faire concurrence, pour obtenir des profits intéressants. Et effectivement, les profits étaient de 30% dans une filiale où généralement ils sont de 5%. Donc ces profits importants vont attirer d'autres firmes qui elles aussi veulent prendre une part de ce gâteau. Donc ça c'est un problème pour le cartel parce qu'elles ne font pas partie de l'accord. Elles ne vont pas respecter, elles ne vont pas avoir des prix bas. Alors, les cartels sont à eux-mêmes un grand sujet dans les sciences économiques et en pratique. Un rapport récent de la Banque mondiale dans le cadre des constructions de routes évalue le surcoût dû au cartel à 20%. C'est quand même très significatif, 20% de surcoût pour le cartel. Cependant, ils ont des faiblesses et ces faiblesses peuvent être exploitées pour les combattre. Parmi donc les leçons de travaux récents, nous comprenons aujourd'hui
aujourd'hui que la corruption peut renforcer de manière très significative le cartel et impliquer des coûts additionnels pour la société. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors évidemment, il va exister des cas de corruption sans cartel, mais il semble que les cas de corruption les plus importants, où il y a des très gros enjeux sur les marchés publics, les deux soient pratiquement toujours impliqués. En tout cas, c'est bien l'avis d'un juge français du pôle financier qui disait qu'il n'existerait pratiquement pas un seul cas de corruption sans collusion et vice-versa dans les grands travaux publics. Selon un rapport de la Banque mondiale, donc en 2009, c'était ce rapport sur la construction des routes, les fonctionnaires publics sont souvent impliqués dans l'organisation du cartel lui-même. Les marchés publics sont devenus un business pour les politiciens en Ouganda. Là, il traitait du cas de l'Ouganda, en fait c'était une très large étude sur un ensemble de 2 pays. Le réseau des politiques contractuels et bureaucrates est très puissant dans l'état de Jharkhand, qui est en Inde. Donc on retrouve un peu le même type de situation un peu à travers tout le monde. Il y a plusieurs raisons pour ces liens forts. De par leur expérience, les agents des marchés publics sont à même de reconnaître des indices d'une entente anticoncurrentielle. Par exemple, je vous parlais précédemment de ces offres de couverture. Les offres de couverture sont des offres qui n'ont pas pour objectif de gagner, mais juste de couvrir, c'est-à-dire on fait semblant qu'on est en concurrence. Mais faire une vraie offre est quelque chose qui demande beaucoup de travail, en fait, pour répondre à un cahier de charges. Et donc, quand c'est fait juste pour faire semblant, eh bien, les professionnels peuvent le voir et le reconnaître. Donc, souvent, parfois, plutôt, on va avoir besoin d'acheter leur silence, c'est-à-dire de les intégrer dans le cartel, et dire, bon, vous avez vu que, mais personne ne sait que vous l'avez vu, en gros. Donc on n'a pas besoin de... Plus intéressants sont les cas où entente et corruption sont des compléments stratégiques. C'est-à-dire, le cartel va créer des rentes du fait qu'on contient la concurrence, que les agents corrompus veulent s'approprier. Ils voient bien que les entreprises font des profits plus importants, ils veulent avoir leur part. Dans le cas des lycées parisiens, c'était assez remarquable comme cas d'école, c'était tout le conseil régional qui était partie prenante à ce dispositif, et chacun des partis représentés au conseil régional recevait des pots de vin en fonction de sa proportionnalité, y compris les écologistes, le Parti communiste, les socialistes, tout le monde recevait. Voilà, donc ce sont des rentes, ils en sont bien conscients, ils veulent avoir leur part du gâteau. Maintenant, nous avons une motivation pour ces liens forts de nature théorique. Comme nous l'avons vu, l'entente est fondée sur un accord fragile, où il y a une tendance à vouloir dévier, à vouloir trahir. Et ce que nous allons voir, c'est que la corruption peut servir à faire respecter les accords d'entente. Le problème avec un accord d'entente, c'est comme il est illicite, on ne peut pas aller voir la justice et dire on s'était d'accord pour proposer un prix de 100 et lui il propose un prix de 95. C'est contre notre accord. On ne peut pas aller voir la justice pour ça. Donc on doit essayer de se discipliner en quelque sorte nous-mêmes. Dans le cas d'une entente occasionnelle, c'est très difficile parce qu'on ne se rend compte pas. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle une forme de police ou de justice privée, la mafia, qui, si vous ne respectez pas l'accord, eh bien, ils vont punir la firme en question. Mais dans la plupart des pays, c'est plutôt par interaction répétée que ça se passe. Ou, nous allons voir, s'il y a une coopération avec des agents corrompus, à ce moment-là, eux-mêmes peuvent servir de police qui fait respecter les contrats. Et c'est essentiel pour les entendre. Le deuxième point, c'est qu'un cartel répété
société agit dans un environnement qui change de manière aléatoire, et comme je vous l'ai dit, cela crée des tensions, c'est plus profitable de faire ce contrat que l'autre, les technologies changent, enfin il se passe beaucoup de choses au cours du temps qui ont tendance à créer des tensions. Nous allons voir que la corruption peut servir à adoucir l'impact de ces variations de l'environnement. Enfin, un cartel fort est confronté à des problèmes d'information qui sont assez similaires à ceux des marchés publics standards, et la corruption peut assurer la révélation de cette information. Nous allons le voir, c'est à travers l'offre de pots de vin qu'on fait qu'on peut obtenir une information qui par ailleurs les firmes ne pourraient pas révéler. Donc je vais à présent vous présenter quelques résultats de travaux concernés par cette complémentarité stratégique. Donc, pour que la corruption existe, comme je l'ai dit précédemment, l'agent gérant la procédure doit avoir une forme de discrétion, un pouvoir qu'il va monnayer. Et nous allons nous concentrer sur des formes de discrétion suivantes. Certaines dispositions des procédures font appel à une évaluation subjective. Parfois, nous avons des violations de procédures qui ne sont pas sanctionnées, c'est-à-dire des pratiques clairement illicites, et des problèmes d'asymétrie d'information, c'est-à-dire une information est connue par les entreprises et le gestionnaire, mais pas par les autorités qui pourraient contrôler. Plus précisément, nous allons étudier les risques liés aux formes suivantes qui sont très précises. La première étant l'octroi d'une opportunité de resoumettre son offre, ou alors on peut dire que une opportunité de réajuster, c'est-à-dire les entreprises ont déjà soumis leur offre et le gestionnaire va dire à une entreprise et dire mais vous pourriez, peut-être vous devriez réajuster votre offre dans ce sens si vous voulez gagner. Donc il offre une opportunité de réajuster, ce qui est évidemment parfaitement illicite puisque l'idée est d'avoir une concurrence loyale. L'abus de disposition de la procédure, un abus d'une disposition parfaitement licite et légale. Dans beaucoup de codes de marché public, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais par exemple dans les codes qui sont exemplaires de la Banque mondiale, il est donné, il est même demandé à ce qu'il y ait, lorsqu'il y a une nouvelle information importante, jugée importante, à ce moment-là, on va donner la possibilité à toutes les entreprises de réajuster leur offre si elles le désirent. Donc, on va voir comment ce type de disposition parfaitement légale peut être abusé pour aider le cartel. Enfin, la discrétion dans la spécification des critères de sélection. Et les critères de sélection, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on a très peu de marchés publics qui se font au moins 10 ans. La plupart se font au mieux 10 ans, c'est-à-dire il n'y a pas que le prix qui compte, il y a des aspects de qualité. Le critère, qu'est-ce que c'est? Ça va être le poids qui est mis sur les différents aspects. S'il est question, par exemple, d'un stade, on va avoir des aspects de sécurité, des aspects de gestion de l'énergie, des aspects esthétiques, et on va mettre des poids. Le critère, c'est donc en quelque sorte la répartition, le poids qu'on met sur les différents aspects de qualité, également la manière dont on les mesure, qui est très important, parce que c'est pas évident de mesurer l'esthétique, par exemple. Comment on fait pour mesurer et pourtant, on voudrait dans certains cas le prendre en compte. Voilà, maintenant on va passer donc à ces 3 exemples que j'avais annoncés. Donc, ici, on va se situer, et c'est la démarche qu'ont les économistes, on crée des modèles, c'est-à-dire qu'on va avoir une situation très simplifiée de la réalité qui va nous permettre de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel et qui pourrait être complexifié pour le rendre plus réaliste, mais ça n'apporterait rien. Ça rendrait plus obscur le message et la nature du résultat. Donc quel est le cadre ici? Nous avons un certain nombre d'entreprises et elles ont une information privée, c'est-à-dire elles savent elles-mêmes combien ça leur coûte de réaliser un certain ouvrage.
Mais les autres entreprises et le gestionnaire des marchés publics ne connaissent pas cette information. Ici, on se situe dans le cadre le plus simple, qui semble-t-il, pourrait être libre de corruption, c'est-à-dire c'est une procédure au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a que le prix qui compte. Celle qui propose le moins cher aura le contrat, avec un cahier de charge précis. Donc, le premier résultat, c'est que cela semble être une très bonne procédure, puisque la concurrence va faire baisser les prix. Le deuxième résultat, c'est que c'est la firme la plus efficace pour la réalisation des travaux tend à être sélectionnée. Donc c'est une bonne procédure, la concurrence fait baisser les prix et l'efficacité sociale est bonne parce que c'est l'entreprise qui utilise le moins de ressources de la société qui réalise le contrat. Supposons maintenant que l'agent soit corrompu et qu'il ait la possibilité de laisser une des firmes réajuster son offre. On va supposer aussi, pour des raisons un peu techniques, peut-être que la concurrence en brève est imparfaite, c'est-à-dire par exemple elle est limitée. Le gestionnaire public est prêt à recevoir des pots de vin, mais il ne veut pas recevoir des pots de vin au-delà d'un certain montant parce que ça devient trop visible. Donc on a une forme de limite de décence et pour les risques de détection. Donc on a ces deux éléments, ces deux hypothèses, et maintenant on a un jeu de corruption qui est le suivant. L'agent va révéler, il accepte les soumissions, les offres, et il va révéler aux firmes l'offre la plus basse. Après, les firmes vont soumettre une offre en pot de vin. C'est-à-dire, elles vont dire, voilà, si vous me donnez l'opportunité de réajuster, je vous payerai tant. Enfin, l'agent donne le droit de réajuster à la firme qui offre la plus grande braille, le plus grand pot de vin. Et ça, c'est un cas parfaitement réaliste que nous avons rencontré, en particulier pour la construction des nouveaux TGV Est et Nord, où là, une firme de manière parfaitement illicite a eu l'occasion de réajuster. Ça a été découvert, c'est pour ça qu'on le sait, qu'on peut en parler, que c'est un cas jugé, parce que la firme, au premier réajustement, n'a pas réussi. Donc elle a dû réajuster une seconde fois. Et du coup, ça s'est vu, et c'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière assez souvent. Donc le résultat principal de cet article, je ne vais pas vous donner les détails, bien sûr, à chaque fois je vous donne les hypothèses, c'est-à-dire le cadre, et les résultats et l'intuition. C'est qu'on va avoir un résultat, ce qu'on appelle un équilibre, une entente tacite, où toutes les firmes offrent le prix maximum qui est possible, c'est ce qu'on appelle le prix de réserve, le gouvernement, c'est-à-dire qui prend la totalité du budget qui était prévu pour cet ouvrage, et offre la braille maximale également. Et donc on a la situation où à cause de la corruption, la concurrence perd complètement de sa force. Nous avons un prix aussi élevé que possible et n'importe quelle firme peut gagner, donc pas d'efficacité. Quelle est l'intuition? L'intuition ici, c'est que la corruption permet de faire respecter l'accord de l'entente. De quelle manière? Si une firme dévie, tout le monde s'est accordé pour proposer 1 million pour la construction de cet ouvrage. Et une firme est tentée de dire, bon, moi je ne vais pas proposer 950 000. À ce moment-là, une autre firme va dire, moi je veux réajuster mon offre et proposer non pas 95, mais par exemple 93. Et dans ce cas-là, la firme qui au départ a dévié va perdre à coup sûr. De cette manière-là, il n'est plus intéressant d'essayer de trahir l'entente, parce qu'on est puni, on est exclu. Donc, grâce à la corruption, la tentation de dévier de l'accord de l'entente disparaît. Donc, nous avons affaire à un cas où l'entente n'était pas possible du tout, parce que le cartel ne peut pas faire respecter l'accord, mais avec la corruption, nous obtenons une entente très coûteuse, là où il ne devait pas y en avoir du tout.
Maintenant, je vais traiter d'une autre situation qui également est très courante, c'est la corruption dont l'objectif est le partage de marché. C'est quand on a plusieurs lots. Par exemple, aujourd'hui, j'y pensais, il y a une grande campagne de construction de logements sociaux en Algérie depuis un certain temps. Il y a des entreprises de construction. Et elles peuvent très bien se dire, peut-être que c'est le cas d'ailleurs, qu'au lieu de se faire concurrence, on va se dire, bon, moi je prends la construction dans la région d'Alger, toi tu prends la construction dans la région d'Oran, et donc, comment se font ces accords et comment peut-on les faire respecter? Donc ici, nous avons un cas où nous avons un nombre de firmes. Elles sont en concurrence sur un marché comme le marché de la construction de logements sociaux. Il y a un nombre de lots. Elles sont caractérisées par leur coût à réaliser ces lots. Et ici, ce qui va nous intéresser comme forme de pouvoir, c'est le droit de laisser toutes les firmes réajuster leur offre. Et ça, c'est très facile à faire parce qu'on peut toujours prétendre qu'il y a une nouvelle information importante qui est intervenue. On peut même cacher une information et la ressortir qu'au dernier moment pour pouvoir utiliser ce pouvoir. On a une enchère au moins 10 ans, de la même manière que précédemment. Donc c'est un cadre en principe très simple qui ne devrait pas laisser beaucoup de place à la corruption. Donc le résultat numéro 1 ici, c'est que la concurrence presse les prix dès que le marché est suffisamment petit par rapport à l'offre, c'est-à-dire qu'il existe une concurrence. Maintenant, de la même manière que nous avons fait précédemment, on considère une situation où le gestionnaire est corrompu. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut monnayer le droit qu'il a, qui est de laisser les firmes réajuster leur offre. Ici, on va avoir un jeu de corruption qui est un petit peu différent, parce que l'agent reçoit toutes les offres et il est de mèche avec le cartel, donc il va savoir si une firme a dévié et essaie de saisir un lot qui ne lui était pas attribué, parce que l'accord de cartel ici va être cette firme prend ce secteur, l'autre firme prend ce secteur. Mais si une des firmes essaie d'empiéter un peu sur le secteur de l'autre, c'est-à-dire de la déplacer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui donner une opportunité et une autre firme de se faire concurrence en braille. C'est-à-dire la firme déplacée et la firme peut-être qui a essayé qui trahit l'accord. Elles vont se faire concurrence en pot de vin pour avoir le droit de décider, va-t-il y avoir réajustement ou pas. Et la firme qui offre le plus grand pot de vin gagne le droit d'influencer la décision du gestionnaire. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient que grâce à la corruption, il existe un équilibre où les firmes vont se partager le marché au plus haut prix de réserve. Et quelle est l'intuition ici? C'est que dans le jeu de corruption, l'agent choisit la firme déviante et une firme victime. La concurrence entre ces deux firmes rend la défection non rentable parce que la victime déplacée va toujours vouloir réajuster pour avoir une chance de gagner quelque chose. Donc ici aussi, la corruption, sous forme de l'abus d'une disposition parfaitement légale, rend possible une entente de partage de marché, là où elle était impossible, et cela implique des coûts élevés pour la collectivité. Ça, c'était notre deuxième exemple. Et maintenant, s'il vous reste encore un petit peu de courage, on va terminer sur le troisième exemple, qui, je pense, est très important et très intéressant, différent. Donc, ça s'appelle du sur-mesure pour le cartel. Ici, on va s'intéresser à une situation où on a deux entreprises qui se rencontrent de manière régulière. Donc, c'est le cas où l'environnement va pouvoir être changeant. À chaque période, un nouveau projet est annoncé. Ce projet est caractérisé par une spécification technique ou un critère de sélection, c'est-à-dire un cahier de charge ou un critère de sélection. Et
Donc, avec le temps, la technologie évolue, les besoins en construction des collectivités changent de manière non prédictible, c'est ce qu'on appelle aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à l'avance se dire dans 3 ans que va vouloir la mairie ou la collectivité d'Oran, qu'est-ce qu'elle voudra construire, quel type d'ouvrage. Ici, les firmes s'entendent pour éviter la concurrence, mais pour maximiser le gain, le cartel doit savoir s'adapter. C'est-à-dire que si aujourd'hui il est question de construire un aéroport à Annaba et demain un stade à Oran, et que par les choix du cartel, c'est le tour de l'entreprise spécialisée dans les stades qui se trouve être désignée gagnante aujourd'hui, c'est très inefficace pour le cartel aussi. Donc il faut qu'il essaie de s'adapter. Et cette adaptation rend le cartel donc fragile. Est-ce qu'un agent corrompu peut aider à résoudre ces problèmes pour le cartel? Oui, et de manière radicale. C'est ce qu'on va voir. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est une forme de corruption qui s'appelle le favoritisme dans la détermination du cahier de charge ou du critère de sélection. Et cette forme de corruption est particulièrement difficile à poursuivre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un cahier de charge, quel qu'il soit même le cahier de charge réel, il va toujours favoriser une firme qui sera meilleure. Et là, on s'intéresse donc à faire la différence entre un favoritisme légal, en quelque sorte, et un favoritisme illégal. Ici, donc, on va s'intéresser également à un jeu de corruption qui est un petit peu différent, parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on comprend, et je pense que tous les gens qui connaissent les marchés publics le savent, c'est quand un marché est annoncé, avant la passation, avant les procédures de passation, beaucoup de gens vont vous dire « les jeux sont déjà faits ». Ce marché a déjà la structure qui convient à la firme qui doit le gagner. En fait, la corruption se fait en amont, dans la détermination du cahier de charge, dans le choix qu'on fait de construire un stade qui va être particulièrement développé en termes de sécurité, par exemple, ou en termes de consommation d'énergie, d'écologie. Pourquoi? Parce que c'est une firme a réussi à influencer les politiques à un haut niveau pour dire que vous comprenez, l'écologie aujourd'hui c'est particulièrement important et nous avons un stade où quand on marche, cette énergie se retransforme et crée de la lumière, on n'a plus besoin d'acheter de pétrole, rien du tout d'électricité. Ça existe. Donc on peut avoir, l'idée c'est qu'il y a des variations très grandes lorsqu'on a un projet à l'esprit. Donc la corruption est telle qu'avant, en amont, les firmes vont proposer à celui qui a la responsabilité d'écrire le cahier de charge, ils vont proposer un cahier de charge et une offre. C'est-à-dire, vont dire, nous aimerions que le projet ait cette forme-là, et si vous l'acceptez, on peut vous payer ce prix. L'agent accepte l'offre qui est la plus avantageuse et annonce publiquement la variante retenue comme spécification du projet, après quoi la passation de marché se fait de manière parfaitement transparente et selon les règles. Donc ici, les enseignements de cette étude sont les suivants. Le favoritisme va faciliter la collusion parce qu'il implique une révélation de l'information privée. Comment? Lorsque les firmes vont proposer le cahier de charge qui leur convient, elles dévoilent leur technologie et elles proposent aussi in-brand, elles dévoilent des coûts et pourquoi elles veulent le faire? Parce qu'elles savent que l'agent corrompu va utiliser cette information, non pas pour réduire leur rente, mais au contraire pour les maximiser. Donc elles veulent bien révéler l'information parce que c'est à quelqu'un qui est en quelque sorte du même bord.
Donc, la corruption va permettre de protéger les firmes des fluctuations aléatoires de l'environnement. Pourquoi? Parce que la spécification qui va être retenue, le cartel va dire, écoutez, aujourd'hui, en principe, c'est la firme, par exemple, Bouygues, qui est censée gagner. Donc, vous allez nous faire un cahier de charges qui correspond à la technologie, aux intérêts de Bouygues, au lieu d'avoir le cahier de charges qui correspond précisément aux besoins sociaux actuels à ce moment-là. C'est donc, au lieu d'avoir un projet qui est sur mesure pour les besoins sociaux, on a un projet qui est sur mesure pour les besoins du cartel, pour maximiser les rentes selon les accords et le rythme de tour de rôle qui sont adoptés. Le deuxième point, c'est que le favoritisme exacerbe le coût de la collusion pour la société. La spécification ne correspond pas aux besoins sociaux et le prix est encore plus élevé qu'avec l'entente uniquement. Donc là, on voit l'impact très important de la corruption sur le déroulement et sur le résultat du marché public. Alors actuellement, avec un collègue à l'École d'économie de Paris, nous travaillons sur un mécanisme pour essayer de contrer cela, en fait, en faisant participer les autres firmes. Ça, c'est la nouvelle approche, et j'aimerais en dire juste deux mots. La nouvelle approche, donc on a le côté des nouvelles lois, les lois anticorruption, la régulation, code des marchés publics, code de conduite, tout ça c'est très important, mais il semble que une des leçons essentielles de l'anticorruption de ces dernières 30 années, c'est qu'il faut associer les citoyens et le secteur privé à la lutte contre la corruption. Donc dans le cas présent, ce que nous étudions, c'est comment associer les autres entreprises qui participent au marché. Lorsque sort l'annonce du marché public et le cahier de charges est rendu public, oui, il l'a peut-être acheté, mais les autres entreprises, elles le voient, elles se disent, c'est évident, c'est écrit pour vous. Donc elles le savent. Nous ne le savons pas, et surtout, nous ne savons pas en quoi ce cahier de charges favorise Bouygues et casse les autres entreprises. Ça, c'est une information que détiennent les autres. Et donc, ce qu'on a proposé, ce que l'on étudie comme mécanisme, c'est un mécanisme où les autres entreprises vont pouvoir accéder à une plateforme Internet et faire une alerte sur des aspects suspects du cahier de charges. Un cahier de charges pour un ouvrage est quelque chose de très très compliqué. On ne sait pas où regarder pour voir là où ça a été manipulé. Donc les entreprises, elles savent. Ça, c'est une spécialité de Bouygues. Et pour tous les autres, ça leur coûte très cher. Essayez, donc l'idée est, elles vont dire au conseil ou au comité des marchés publics, vous devriez demander aux gestionnaires de rendre des comptes sur ce point-là. Pourquoi faut-il une sécurité de cette nature-là particulière pour cet ouvrage? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Pourquoi cette technologie, cette solution technique a été choisie? Est-ce que vous pouvez le motiver? Et si ça a été le résultat d'un favoritisme qui n'est pas bien motivé pour des raisons économiques ou de besoins sociaux, alors ce sera révélé. Donc c'est ça l'idée de faire participer. Donc quelques remarques finales. Donc on a vu 3 situations communes où l'entente et corruption se complémentent à un coût élevé pour la société. Et ces résultats suggèrent que les comportements anticoncurrentiels et la corruption doivent être considérés simultanément quand on essaie de les combattre. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le cas des marchés parisiens, des lycées parisiens, un des arguments de la défense, c'était de dire oui, mais l'entreprise qui gagne à chaque fois, c'est l'entreprise qui est la plus efficace, qui est vraiment la bonne entreprise pour ce projet. Oui, mais si on a du favoritisme en amont, c'est pas étonnant, c'est précisément le résultat qu'on obtient. C'est-à-dire le cahier de charges qui est proposé est celui qui convient à l'entreprise qui a été désignée pour gagner et qui donc est la plus efficace pour réaliser cet ouvrage.
Donc on voit bien que même pour comprendre une situation et avoir des arguments, il faut avoir les deux choses à l'esprit, les deux problèmes qui sont très importants à l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquement, il faut que le Conseil, les autorités de la concurrence et les cours pénales coopèrent lorsqu'il est question d'investiguer des suspicions de corruption sur les marchés publics. Donc il faut plus de coopération entre ces deux institutions. Voilà, ça c'était, je pense que c'était un texte un petit peu rapide, un peu concis, mais bon. Merci. Merci Madame Marianne Lambert pour cette intervention très claire, de très haut niveau. Donc on ouvre le débat pour 50 minutes. Une série de questions, 3 questions, puis on laisse la parole à Madame. Réponse c'est un avis. Puis jusqu'à ce point. À vous la parole. Présentez-vous. Le problème de l'entente, on le sait très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me présente, je suis M. Colombi, président du tribunal des conflits. Le problème que nous avons, c'est d'établir la preuve de l'entente. Donc, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour établir la preuve de l'entente? La deuxième question, est-ce que les pays développés sont prêts à aider les pays du Sud à enquêter et à trouver des preuves pour éventuellement sanctionner ces ententes? Et enfin, est-ce qu'on peut établir une coopération pour développer ces moyens de lutte contre ces ententes qui touchent le plus les pays du Sud? Merci. Ma première question, c'est pour M. Armado. Ma première question, c'est à M. Armado. Ça concerne l'adhésion de l'Algérie à la Convention contre la corruption. Vous avez précisé que c'était rapide. Après 2 ans, il y a eu la création des organes de lutte contre ce pays. En parallèle, il y avait plusieurs modifications. Le Code des marchés publics a connu plusieurs modifications. Ma question est la présente. Est-ce que, lors de ces modifications, la préoccupation de lutter contre la contrefaçon était la préoccupation du législateur quand il a songé à modifier ce Code des marchés publics? Ma deuxième question, c'est pour Mme Lambert. Merci pour votre exposé. Vous avez mentionné dans l'exposé que l'acte de corruption est criminalisé par l'OCDE en même temps et les Nations Unies. Dans la même logique, on sait qu'après la même financière causée par la hausse des prix des pétroles, il y avait tout un chantier dont les acteurs sont des sociétés étrangères. Un constat a été fait, c'est que toutes les formes et sources de corruption que vous avez exposées récemment ont été connues après l'avènement de ces sociétés et dans le cadre d'exécution de ces chantiers. Ma question est, quel a fait ces organismes internationaux pour lutter contre ou endiguer ce fléau? Merci. Une deuxième question. Madame Kudenham. Présentez-vous, madame. Oui. أخيها بعد بالحمراء micro. Allez, plus fort. Voilà. Donc, vu la complexité et la gravité de ce J'ai dit phénomène, présentez-vous. Hein. donc Rim Othmani, je suis sociologue. Donc, vu la gravité et la complexité de ce phénomène, donc je voulais savoir comment est-ce possible de mesurer un tel phénomène. Parler d'entente également, n'est-il pas une manière implicite de légaliser la corruption, c'est-à-dire au niveau de toutes les échelles, c'est-à-dire réellement légaliser la corruption dans la société. Et de la sorte, donc comment lutter concrètement contre un tel phénomène qui est vraiment complexe. Merci. Présentez-vous.
dernière question. Si vous ne tenez pas des engagements, la dernière question. Présentez-vous, monsieur. Madame Lambert, monsieur Ben Osman, monsieur Amalou, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Jamel Daoudi, je suis vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie à Navarre. Madame Lambert, dans votre brillante présentation, vous avez pris pour exemple surtout le secteur du BTP dans le public. Les secteurs dans lesquels donc, la corruption existe, ils sont énormes. Il est évident que vous n'auriez pas pu tous les énumérer aujourd'hui. Mais à mon avis, il y en a un au moins qui est extrêmement important, en ce sens que, hormis l'impact négatif, évidemment, sur le plan financier, etc., il y a une impact extrêmement dangereuse qui est liée directement à la santé et à la sécurité des personnes, et je pense en particulier au secteur, à l'industrie du médicament et pharmaceutique. Aujourd'hui, on constate dans le monde entier que ces, je vais appeler ça ces lobbies, n'hésitent pas sur les moyens pour faire passer et placer leurs produits par des systèmes, par des moyens, par des techniques qui sont considérées normalement dans d'autres secteurs comme une corruption à grand niveau. Lorsqu'on voit ces entreprises, ces laboratoires invités, payés à coût de centaines de millions de dollars sous couvert d'une présentation d'un produit des médecins et des décideurs pour ensuite placer leurs produits au niveau de ces pays-là. Et lorsqu'on sait surtout, et l'histoire l'a montré encore récemment, il n'y a pas très longtemps encore, en Europe et en France en particulier, que souvent certains médicaments, certaines molécules, n'avaient de molécules et de médicaments que le nom. Alors la question que je me pose, que je me permets de vous poser, Mme Lambert, pourquoi ce genre d'exemple n'est pas cité? Merci. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Alors, d'abord... Vous avez 5 minutes. 5 minutes, le problème de la corruption dans le secteur médical est très important et c'est vrai qu'il a des conséquences, peut avoir des conséquences catastrophiques. Il a tant de visages. Il a par exemple le visage, surtout celui qui est le plus, parmi les plus révoltants, c'est les tests qui sont faits dans les pays sous-développés. Alors je ne sais pas si il y a eu des films là-dessus. Donc les entreprises, pour aller plus vite, font des tests sur des êtres humains, ce qui est à grande échelle. Et ces êtres humains, comment ils arrivent à le faire? C'est en cooptant des administrations locales qui font passer ces tests pour autre chose, pour faire partie d'un programme d'aide. On doit participer aussi à ce programme de test. On sait qu'il y a eu des victimes, on sait que ça c'est de la corruption, mais grossière. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé? Parce que j'ai parlé des marchés publics. Et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des marchés publics, par exemple, comme un hôpital va acheter et il y a de la concurrence, et certainement ça pourrait être un exemple. C'est peut-être un domaine en termes de marché public que je connais moins bien. Il y a beaucoup d'aspects. Le secteur médical, puisqu'il est très régulé, donne une grande richesse d'opportunités de corruption. Dans tout ce qui est régulation hors marché public, hors concurrence. Donc parfois il n'est même pas question, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de procédure, il y a juste l'achat grossier d'entreprises médicales qui essaient d'acheter à un très haut niveau dans le gouvernement pour que leurs produits soient diffusés dans le monde. Mais on voit aussi, ça aussi j'ai vu dans les pays où ces entreprises, à travers la corruption, vendent des produits, mais ils sont avariés. Et donc, ils vendent des médicaments qui ne sont plus, qui peuvent être soit dangereux, soit complètement inefficaces, sont distribués, utilisés dans les hôpitaux, avec des conséquences catastrophiques. Oui, donc c'est vraiment un secteur, mais il y a beaucoup de secteurs. J'aimerais vous dire qu'il y a le secteur qui est très important ici aussi, c'est le secteur des hydrocarbures.
le secteur des hydrocarbures, où il y a des concessions et où il y a des marchés, est un secteur qui est particulièrement vulnérable à la corruption. Et il y a des initiatives internationales très intéressantes dans ce domaine, comme l'initiative internationale de transparence dans les industries extractives, qui est une initiative en quelque sorte de la société civile, puisque ce sont les entreprises, les citoyens, tout le monde participe à ces initiatives. Elle a été initiée par Peter Hagen, qui est le fondateur de Transparence Internationale, et Tony Blair. Et maintenant, je ne pense pas, puisqu'il ne semble pas que l'Algérie fasse partie de cette initiative, hein, d'après ce que j'ai compris. Or, le gouvernement peut faire partie, les industries comme Sonatrach devraient en faire partie, et parce que c'est un garant de meilleure gouvernance, c'est un garant qui est maintenant accepté pratiquement dans le monde entier. Pourquoi l'Algérie ne fait pas partie de l'EITI, je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est oui, il y a énormément d'autres domaines qui sont très importants socialement, parce que l'argent du secteur des hydrocarbures est clé pour l'économie de l'Algérie, et l'a été, ou pour d'autres raisons, comme dans le médical, parce que les conséquences en termes humanitaires sont épouvantables. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, dans lesquelles on pourrait parler. Secteur médical, ça va dépendre du système aussi d'assurance, du système de compensation. Il y a tellement d'éléments qu'il faut vraiment lui consacrer beaucoup de temps, en particulier à ce secteur. Merci. Merci. Je tiens à remercier encore une fois l'auditoire, la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, les membres du PLC, les cadres officiers douanes, les gendarmerie. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Les membres du CPND, mais au jeu, on a besoin d'eux. Les membres du CPND. Je l'ai